Papa, elle me ressemble exactement, dit la fille en montrant une enfant sur la place. Son père, veuf, se figea. Avant de plonger dans l'histoire, abonnez-vous et laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire d'où vous regardez. Bonne lecture. Carlos Mendes ajusta le sac d'école de sa fille de 8 ans pendant qu'il traversait la place centrale après le rendez-vous médical d'Isabella. Le vent automnal portait l'arôme du pop-corn sucré d'un vendeur proche et la petite main d'Isabella était chaude dans la paume calleuse de son père. Cela faisait 2 ans depuis les funérailles de Luciana et des moments comme ceux-ci, de simples sorties père-fille, donnaient encore l'impression de naviguer en territoire inconnu. « Papa, est-ce que je peux prendre une glace ?» demanda Isabella, ses yeux bruns brillants de l'espoir innocent que Carlos ne pouvait jamais résister. « Bien sûr, princesse. Il y a un glacier juste là où maman avait l'habitude de... » Carlos s'arrêta. Même maintenant, mentionner Luciana était comme marcher sur des éclats de verre. Ils se dirigèrent vers les bancs du parc où les ombres de l'après-midi grandissaient entre les arbres anciens. Carlos cherchait son argent quand Isabella s'arrêta soudainement, ses petites mains glissant de l'étreinte de son père. « Papa !» chuchota Isabella, sa voix portant un étrange mélange d'émerveillement et de reconnaissance. « Papa, regarde !» Suivant le regard de sa fille, Carlos vit une petite silhouette assise seule sur un banc. Une fille, peut-être de l'âge d'Isabella, portait une robe sale et des baskets usées. Ses cheveux étaient ébouriffés et elle tenait une poupée de chiffon usée. Mais ce qui fit battre le cœur de Carlos, c'était le visage de la fillette. C'était comme regarder Isabella. Pas similaire, identique. Les mêmes yeux bruns expressifs, le même petit nez retroussé, la même fossette au menton qui apparaissait quand elle souriait. Même la façon dont elle balançait ses jambes était exactement comme les manières d'Isabella. « Mon Dieu !» murmura Carlos, incapable de bouger. La fille inconnue les regarda avec ses yeux familiers et pendant un moment, le temps sembla suspendu. Isabella se libéra de la paralysie stupéfaite de son père et marcha lentement vers la fille, comme tirée par un fil invisible. « Salut !» dit Isabella doucement. « Je suis Isabella. »« Sofia !» répondit l'autre fille, sa voix étonnamment similaire à celle d'Isabella. Carlos regarda avec choc pendant que les deux filles se fixaient comme si elles regardaient dans des miroirs. Puis Isabella se tourna vers son père, son jeune visage sérieux d'une manière qui fit battre le cœur de Carlos. « Papa !» dit Isabella, sa voix portant une certitude qui glaça Carlos jusqu'aux os. Elle était dans le ventre de maman avec moi. Les mots frappèrent Carlos comme un coup physique. Luciana n'avait jamais mentionné de jumelles, n'avait jamais parlé d'un autre bébé. La grossesse avait été difficile, oui, mais elle n'avait parlé que d'Isabella, ne s'était préparée que pour un enfant. « Isabella, de quoi parles-tu » La voix de Carlos sortit étranglée. « Je me souviens d'elle, papa. Dans l'endroit sombre et chaud, on se poussait et on jouait. » Isabella regarda Sofia avec une pure reconnaissance. « Tu te souviens aussi, n'est-ce pas ?» Sofia hocha lentement la tête, des larmes commençant à rouler sur ses joues sales. « Je me suis toujours demandé où était ma sœur. » Carlos sentit le monde basculer de son axe. Ce n'était pas possible. Luciana le lui aurait dit, n'est-ce pas? Mais en regardant ces deux filles identiques, des filles qui semblaient se reconnaître avec une certitude qui défiait la logique, Carlos réalisa que tout ce qu'il pensait savoir sur sa femme, sur la naissance d'Isabella, sur leur vie ensemble, pourrait avoir été construit sur des mensonges. Alors qu'il s'agenouillait entre les deux filles, ses mains tremblantes, Carlos Mendes n'avait aucune idée que ce moment démêlerait des secrets qui avaient été enterrés pendant 8 ans, des secrets qui menaceraient non seulement sa compréhension du passé, mais la sécurité de l'avenir des deux filles. La question qui le hanterait pendant les jours à venir s'était déjà formée dans son esprit. Si Sofia était vraiment la sœur jumelle d'Isabella, pourquoi Luciana ne le lui avait-elle jamais dit? Et comment sa fille avait-elle fini seule sur la place de sa propre ville? Derrière eux, un homme en manteau sombre qui avait observé depuis l'autre côté de la rue prit son téléphone et fit un appel. « Il l'a trouvé », dit l'homme tranquillement. « Oui, monsieur. Les deux filles sont ensemble maintenant. Que voulez-vous que je fasse ?» Les mains de Carlos tremblèrent pendant qu'il cherchait ses clés de voiture dans le garage souterrain de son immeuble.
Sofia était assise tranquillement sur le siège arrière, à côté d'Isabella, enveloppée dans le manteau de Carlos, tenant encore la poupée de chiffon usée qui avait été sa seule possession sur la place. Les deux filles n'avaient pas arrêté de se regarder pendant tout le trajet de retour, chuchotant occasionnellement des choses qui les faisaient sourire toutes les deux, des blagues internes d'une mémoire partagée qui semblait impossible. « Monsieur Carlos », dit Sofia doucement pendant qu'il montait dans l'ascenseur au 10e étage. « Pourquoi ma maman m'a-t-elle abandonné ?» La question traversa Carlos comme une lame. Il s'agenouilla au niveau des yeux de Sofia, cherchant dans ses yeux bruns familiers des réponses qu'il n'avait pas. « Je ne sais pas, ma chérie, mais nous allons le découvrir, d'accord? Tu es en sécurité maintenant. » À l'intérieur de l'appartement, l'esprit de Carlos s'emballa pendant qu'il regardait Isabella faire visiter leur maison à Sofia. Chaque geste, chaque expression, chaque rire était identique. Même la façon dont elles plissaient toutes les deux le nez quand elles se concentraient était exactement la même. Ce n'était pas une coïncidence ou un vœu pieux. Ces filles étaient clairement des jumelles. Après avoir installé Sofia dans la chambre d'Isabella avec quelques vêtements et jouets d'Isabella, Carlos se retira dans son bureau et sortit la boîte métallique où il gardait les documents importants. Dossiers médicaux de Luciana, certificats de naissance, papiers d'assurance, tout de leurs 9 années de mariage. Ses mains tremblèrent pendant qu'il étalait les papiers sur le bureau, cherchant quelque chose, n'importe quoi qui pourrait expliquer ce qu'il avait été témoin aujourd'hui. Le certificat de naissance ne montrait que le nom d'Isabella. Les dossiers de l'hôpital mentionnaient une naissance unique. Mais pendant que Carlos creusait plus profond, il trouva quelque chose qui fit glacer son sang, un reçu d'une clinique médicale privée qu'il ne reconnaissait pas, daté de 2 semaines après la naissance d'Isabella. Le montant était substantiel, 12 000 $. Sur la ligne de mémo, Luciana avait écrit « Paiement final, service rendu ». Son téléphone vibra avec un message d'un numéro inconnu. Elle n'aurait pas dû se rencontrer. Certains secrets sont enterrés pour de bonnes raisons. Garde la fille silencieuse, ou d'autres seront blessés. Le sang de Carlos se transforma en glace. Quelqu'un les observait. Quelqu'un savait pour Sofia, pour les jumelles, pour tout ce que Luciana lui avait caché. Il supprima rapidement le message et alla à la fenêtre, scrutant la rue en bas pour quelque chose de suspect. C'est alors qu'il remarqua la même berline sombre qui avait été garée en face du glacier plus tôt, maintenant arrêtée sous le réverbère devant son immeuble. Il ferma les rideaux et vérifia 2 fois toutes les serrures, son esprit s'emballant avec des possibilités. Qui les menaçait? Et qu'avait fait Luciana qui nécessitait 12 000 $ de paiement juste après avoir accouché? De la chambre d'Isabella, il pouvait entendre les 2 filles rire ensemble et le son lui brisa le cœur. Quels que soient les secrets que Luciana avait gardés, quel que soit le danger dans lequel il pourrait être, ces 2 enfants méritaient de connaître la vérité sur qui elles étaient. Mais d'abord, il devait les garder en sécurité. Le lendemain matin, Carlos appela son travail pour la première fois en 3 ans. Il ne pouvait pas laisser les filles seules, pas avec ce message menaçant brûlant dans sa mémoire. Pendant qu'Isabella et Sofia construisaient des tours élaborées de Lego dans le salon, travaillant ensemble avec une synchronisation intuitive qui l'étonnait, Carlos continua sa recherche parmi les affaires de Luciana. Au fond de son placard, derrière des boîtes de vêtements d'hiver, il trouva quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Un petit journal en cuir avec une serrure. Ses mains tremblèrent pendant qu'il cassait le petit fermoir avec un tournevis. La première entrée était datée de 7 mois dans la grossesse de Luciana. Le docteur dit que toutes les 2 sont en bonne santé, mais je ne peux en garder qu'une. Carlos ne comprendrait jamais. Je vois comment il lutte avec l'argent, comment il fait des doubles quarts juste pour payer les factures. 2 enfants nous détruiraient financièrement, émotionnellement. Je dois faire un choix impossible. La vision de Carlos se brouilla pendant qu'il lisait entrée après entrée, détaillant la grossesse secrète de Luciana avec des jumelles. Elle consultait le docteur Patricia Almeida dans une clinique privée, payant en espèces pour garder les rendez-vous hors de leur dossier d'assurance. Les entrées peignaient le portrait d'une femme torturée par une décision impossible. J'ai rencontré la famille Santos aujourd'hui. Ils essaient d'avoir des enfants depuis des années.
Ils peuvent donner à l'un de mes bébés tout ce que je ne peux pas. École privée, fonds universitaires, une mère qui n'a pas besoin de travailler 2 emplois. Mais comment choisir quel enfant garder? Comment décider quel bébé obtient la vie privilégiée et lequel reste avec des parents qui peuvent à peine payer le loyer? Les entrées du journal s'arrêtèrent brusquement 2 semaines avant la naissance des filles. Mais Carlos trouva quelque chose d'autre caché entre les pages. Une carte de visite pour service d'adoption Almeida et un reçu de 40 000 $ avec la notation « Frais de placement final, arrangement confidentiel ». Mais si la famille Santos avait payé 40 000 $ pour adopter Sofia, comment avait-elle fini seule sur la place? Le téléphone de Carlos sonna, interrompant ses pensées. « Monsieur Mendes, ici, la détective Ana Silva de la police civile. Nous devons parler de la fille que vous avez accueillie hier. Pouvez-vous venir au poste? Sofia a-t-elle des problèmes? Ce n'est qu'une enfant. Monsieur, l'enfant que vous avez trouvé n'est pas juste une fille perdue. Elle est portée disparue depuis 2 ans. Et la famille qui a signalé sa disparition, ils la cherchent depuis qu'elle a disparu de leur foyer adoptif. » Le monde de Carlos bascula à nouveau. Foyer adoptif. Mais elle a été adoptée par les Santos. « Monsieur, je pense que vous feriez mieux de venir ici. Il y a des choses sur cette affaire que vous devez savoir. » Quand Carlos raccrocha le téléphone, il réalisa que le journal de Luciana n'avait révélé que la pointe de l'iceberg. La vraie question n'était pas pourquoi Luciana avait donné Sofia en adoption. C'était ce qui lui était arrivé après l'adoption et pourquoi quelqu'un menaçait maintenant la famille de Carlos pour garder les filles séparées. Du salon, il entendit Isabella dire « Sofia, te souviens-tu des méchantes personnes qui t'ont emmené de ta bonne maison? J'essaie de ne pas penser à eux, répondit Sofia tranquillement. Mais ils ont dit que si je trouvais jamais ma sœur, quelque chose de terrible arriverait. Carlos sentit son cœur s'arrêter. Quelle que soit la toile de mensonges et de secrets dans laquelle Luciana s'était impliquée, c'était loin d'être fini. Et maintenant, les 2 filles étaient en danger. Le bureau de la détective Silva sentait le café rassis et le désinfectant. C'était une petite femme aux yeux perçants et aux tempes grises, mais sa poignée de main était ferme quand elle salua Carlos. Sofia était assise à côté de lui, tenant la main d'Isabella comme si sa vie en dépendait. Carlos avait refusé de la laisser à la maison. Quiconque avait envoyé ce message menaçant pourrait essayer de l'emmener. « Monsieur Mendes, ce que je suis sur le point de vous dire sera difficile à entendre, » commença la détective Silva, sortant un dossier épais. « La fille que vous connaissez sous le nom de Sofia a été signalée disparue il y a 2 ans par ses parents adoptifs, Maria et João Santos. Mais son nom de naissance n'est pas Sofia. C'est Laura Santos. » Carlos sentit la pièce tourner. Laura, mais elle a dit que son nom était Sofia. « Les enfants changent parfois leur nom quand ils essaient de se cacher, » expliqua gentiment la détective. « Les Santos sont de bonnes personnes, monsieur Mendes. Ils n'ont jamais arrêté de la chercher. Ils ont engagé des détectives privés, travaillé avec plusieurs départements de police, mis sa photo partout. Ils sont dévastés qu'elle ait vécu dans la rue. » Sofia bougea inconfortablement dans sa chaise. « Le méchant homme m'a dit de ne jamais utiliser ce nom à nouveau. Il a dit que si je disais à quelqu'un qui j'étais vraiment, il ferait du mal à ma nouvelle maman et papa. » La détective Silva se pencha en avant. « Quel méchant homme, ma chérie. Peux-tu nous parler de lui? Il est venu à notre maison quand je dormais. Il avait un pistolet et a dit à Mama Maria qu'il devait me rendre ou quelque chose de terrible arriverait à tout le monde. Mama pleurait et papa était en colère, mais le méchant homme a dit que ce n'était plus leur choix. » Le sang de Carlos se glaça. Quelqu'un avait forcé les Santos à abandonner leur fille. « C'est ce que nous croyons, » confirma la détective Silva. « Les Santos ont signalé un cambriolage cette nuit-là, mais ils ont dit que rien n'avait été volé. Ils nous ont dit que Laura s'était enfuie, mais nous avons toujours soupçonné qu'il y avait plus dans l'histoire. Ils étaient trop effrayés pour nous dire la vérité. » Elle ouvrit un autre dossier et montra à Carlos une photographie d'un homme dans la cinquantaine avec des yeux gris froids et une cicatrice allant de son oreille gauche à sa mâchoire. « Nous pensons que cet homme est responsable, Victor Maldonado.
Il dirige ce qui semble être une agence d'adoption légitime, mais nous soupçonnons qu'il est impliqué dans quelque chose de beaucoup plus sombre. Trafic d'enfants, adoption illégale, possiblement pire. Carlos regarda la photographie et un souvenir remonta à la surface. Luciana rentrant tard un soir, pendant sa grossesse, nerveuse et agitée, prétendant qu'elle avait eu des problèmes de voiture. Quand il proposa d'emmener sa voiture chez le mécanicien, elle insista que tout allait bien, qu'elle avait déjà fait s'en occuper par un ami. « Détective, je pense que ma femme pourrait avoir été impliquée avec cet homme. J'ai trouvé des preuves qu'elle a reçu 12 000 $ vers l'époque où les filles sont nées. » L'expression de la détective Silva s'assombrit. « Monsieur Mendes, si votre femme travaillait avec Maldonado, alors les 2 filles sont en grave danger. Il n'arrange pas seulement des adoptions illégales, il vend des enfants aux plus offrants, parfois à des gens qui n'ont pas de bonnes intentions. » Sofia parla d'une petite voix. « Le méchant homme a dit que j'étais spécial, parce que j'avais une sœur. Il a dit que les gens paieraient beaucoup d'argent pour des filles qui se ressemblaient exactement. » Les mots frappèrent Carlos comme un coup physique. Les jumelles étaient précieuses dans le monde du trafic. Double profit, parfaite pour des acheteurs qui voulaient des enfants identiques pour des buts indicibles. « Nous devons mettre les 2 filles en garde protectrice immédiatement, » dit la détective Silva. « Maldonado a des ressources, des connexions. S'il sait qu'elles sont ensemble à nouveau... » Le téléphone de Carlos vibra avec un autre message du numéro inconnu. La détective est jolie mais pas très intelligente. Le bâtiment a 4 sorties. Les filles devraient rester près de papa si elles veulent rester en sécurité. Carlos montra le message à la détective Silva, dont le visage pâlit. Il est ici, dans le bâtiment. Elle atteignait déjà sa radio quand les lumières s'éteignirent. Dans l'obscurité, Carlos entendit Sofia chuchoter à Isabella « Je t'avais dit que les méchantes personnes nous retrouveraient. » L'éclairage d'urgence créait des ombres sinistres dans le couloir pendant que la détective Silva conduisait Carlos et les filles à travers le labyrinthe de corridors du poste de police. Sa main reposait sur son arme et elle parlait en ton rapide et chuchotait dans sa radio, appelant des unités de renfort et demandant des rapports de statut sur la sécurité du bâtiment. « Les ascenseurs sont en panne », marmonna-t-elle, poussant la porte de la cage d'escalier. « Nous devrons descendre par la sortie arrière. » Le bruit de leurs pas résonna dans l'étroite cage d'escalier en béton pendant qu'ils descendaient. Carlos portait Sofia pendant qu'Isabella se tenait fermement à la veste de son père. Les filles n'avaient pas dit un mot depuis que les lumières s'étaient éteintes, mais Carlos pouvait sentir leur terreur. Au palier du 3e étage, la détective Silva s'arrêta soudainement, levant sa main pour demander le silence. À travers la porte métallique, il pouvait entendre des voix, des hommes parlant en ton bas et urgent. On les a vus monter au bureau de Silva. Le patron les veut vivants, mais s'ils résistent, éliminez les enfants et tous les témoins. Le visage de la détective Silva était sombre pendant qu'elle leur faisait signe de continuer à descendre. Mais quand ils atteignirent le 2e étage, elle s'arrêta à nouveau. Plus de voix d'en bas. Ils étaient pris au piège. « Il y a une salle de maintenance à cet étage », chuchota-t-elle. « Nous pouvons nous cacher là, jusqu'à ce que les renforts arrivent. » Mais quand ils ouvrirent la porte du couloir du 2e étage, un homme en costume sombre les attendait. Il avait les mêmes yeux gris froids de la photographie que la détective Silva avait montré à Carlos, et la cicatrice descendant sur son visage le rendait encore plus menaçant en personne. « Victor Maldonado », dit la détective Silva, son arme dégainée, « vous êtes en état d'arrestation. » Maldonado sourit, et Carlos remarqua qu'il n'était pas seul. 2 autres hommes le flanquaient, tous 2 armés. « Détective Silva, toujours si naïve, pensez-vous vraiment que quelques flics vont arrêter cela? Je possède la moitié des juges de cette ville et l'autre moitié me doit des faveurs. Les fils ne vont nulle part avec vous, dit Carlos, surpris par la force de sa propre voix. Oh, mais si! Voyez-vous, monsieur Mendes, ces enfants représentent un investissement très spécifique. Il y a 8 ans, votre femme a emprunté une somme considérable à mon organisation. Elle était supposée livrer les 2 filles à mes clients, mais elle est devenue sentimentale et en a gardé une. Cette dette, avec les intérêts,
s'élève maintenant à 160 000 $. Sofia chuchota à Isabella, c'est le méchant homme dont je t'ai parlé. Luciana a payé 12 000 $. J'ai vu le reçu, dit Carlos. Maldonado rit. C'était juste la compte. Elle est morte avant de pouvoir remplir son contrat. Maintenant, la dette vous revient. Bien sûr, vous ne pourrez jamais la payer, alors les filles devront régler le compte. La détective Silva fit un pas en avant. Sur mon cadavre. Cela peut s'arranger, dit Maldonado avec désinvolture. Ce qui arriva ensuite sembla se dérouler au ralenti. La détective Silva se lança en avant, criant à Carlos de courir. Des coups de feu résonnèrent dans le couloir. Carlos attrapa les deux filles et courut vers la cage d'escalier. Le cri angoissé de Silva les suivant. Ils éclatèrent par la porte de la cage d'escalier et coururent vers le haut, prenant les marches 3 par 3. Derrière eux, Carlos pouvait entendre des pas lourds et des voix en colère. Ils atteignirent l'accès au toit et Carlos força la lourde porte métallique dans l'air froid de la nuit. Le toit du poste de police donnait sur le centre-ville, 15 étages plus bas. Les voitures de police arrivaient avec des sirènes hurlantes, leurs lumières rouges et bleues peignant les bâtiments en couleurs changeantes. Mais Carlos savait que les renforts ne les atteindraient pas à temps. « Papa, j'ai peur », dit Isabella. « Si vous êtes nerveux, aimez la chaîne. Ça aide vraiment la chaîne. Moi aussi, » ajouta Sofia. Et Carlos réalisa que c'était la première fois que la fille l'appelait papa. « Écoutez-moi toutes les deux, » dit Carlos, s'agenouillant entre elles pendant que des pas montaient les escaliers derrière eux. « Peu importe ce qui arrive, vous restez ensemble. Vous êtes sœurs, et les sœurs se protègent l'une l'autre. Compris ?» Les deux filles hochèrent la tête, et Carlos sentit son cœur se briser. Ces deux enfants, séparés par des mensonges et la cupidité, s'étaient trouvés contre toute attente. Ils ne laisseraient personne les séparer à nouveau. La porte du toit explosa, et Maldonado émergea avec ses hommes, armes dégainées. Mais avant qu'ils puissent atteindre les filles, Carlos entendit quelque chose qui le fit sourire. Le bruit des rotors d'hélicoptères au-dessus et la voix d'un négociateur de police résonnant d'un haut-parleur en bas. « Victor Maldonado, vous êtes encerclé. Libérez les otages et sortez les mains en l'air. » Le visage de Maldonado se tordit de rage en réalisant que ses voies d'évasion avaient été coupées. Mais son expression changea en quelque chose d'encore plus dangereux quand il regarda Carlos et les filles. « Si je ne peux pas les avoir, dit-il, levant son arme, alors personne ne peut. » Le projecteur de l'hélicoptère baigna le toit d'une lumière blanche intense, pendant que Maldonado et ses hommes se trouvèrent encerclés par des tireurs d'élite positionnés sur les bâtiments voisins. La détective Silva émergea de la cage d'escalier, blessée mais vivante, son arme pointée sur Maldonado pendant que du sang gouttait le long de sa manche. « C'est fini, Victor !» cria-t-elle. « La police fédérale est là aussi. Vos amis au tribunal ne peuvent pas vous aider maintenant. » Maldonado garda son arme pointée sur Carlos et les filles. Mais Carlos pouvait voir le calcul dans les yeux de l'homme. Il cherchait une sortie, un angle pour s'échapper. C'est alors que Sofia fit un pas en avant, sa petite voix perçant la tension. « Vous avez tué ma maman, n'est-ce pas ?» dit-elle à Maldonado. « Ma vraie maman, Luciana, la maman d'Isabella. » Les yeux de Maldonado se plissèrent. Fille intelligente, trop intelligente pour son propre bien. Carlos sentit son monde s'effondrer. De quoi parle-t-elle? Luciana est morte dans un accident de voiture. Votre femme a perdu son courage, grogna Maldonado. Il y a 8 ans, elle était supposée livrer les 2 filles à mes clients. Au lieu de cela, elle a essayé de se retirer de l'accord, menacé d'aller à la police, dit qu'elle avait fait une erreur, qu'elle ne pouvait pas vivre avec ce qu'elle avait fait. L'hélicoptère tournait au-dessus, ses rotors noyant le bruit du cœur de Carlos battant dans ses oreilles. La détective Silva faisait des signaux pour les renforts, mais Carlos le remarquait à peine. La vérité se déroulait devant lui comme un cauchemar. « Luciana est venue me voir il y a 2 ans, » continua Maldonado, suppliant de racheter la fille qu'elle avait donnée. Elle a dit qu'elle avait économisé assez d'argent pour payer la dette. Je lui ai dit que la fille avait déjà été vendue, mais elle ne l'acceptait pas. Elle a menacé d'exposer toute mon opération. Sofia regarda Carlos avec ses yeux bruns familiers, les yeux de Luciana, et dit tranquillement « Elle a essayé de me sauver, n'est-ce pas ?»
Elle a essayé, admit Maldonado. Mais certaines erreurs ne peuvent pas être défaites. Cet accident de voiture dans lequel votre femme est morte, disons que les freins ont lâché à un moment très commode. Carlos sentit la rage grandir dans sa poitrine comme une force physique. Luciana n'était pas morte au hasard. Elle avait été assassinée pour avoir essayé de sauver la fille qu'elle avait donnée. La femme qu'il aimait, la mère de ses filles, avait été tuée parce qu'elle avait essayé de faire ce qui était juste. « Salaud !» chuchota Carlos. « Papa, non !» dit Isabella, attrapant le bras de Carlos. « Le méchant homme veut que tu te mettes en colère. C'est comme ça qu'il gagne. » De la bouche des enfants. Carlos regarda sa fille, ses deux filles, et réalisa que sa sagesse innocente était juste. Maldonado se nourrissait de peur et de colère, mais ses filles avaient survécu à 2 ans de séparation, de vie dans la rue et de traumatismes inimaginables, et avaient encore trouvé le chemin de retour l'une vers l'autre. Elles étaient plus fortes que n'importe lequel des adultes dans cette situation. La voix de la détective Silva perça l'air nocturne. « Victor Maldonado, vous êtes recherché en liaison avec 23 cas de trafic d'enfants, 18 cas d'enlèvement et maintenant 2 cas de meurtre. Il n'y a nulle part où fuir. Il y a toujours quelque part où fuir, répondit Maldonado, mais Carlos pouvait entendre le désespoir s'infiltrer dans sa voix. C'est alors que les filles firent quelque chose qui surprit tout le monde sur le toit. Elles marchèrent en avant ensemble, main dans la main, et se placèrent entre Maldonado et le bord du bâtiment, non pas comme des victimes, mais comme des témoins. « Vous ne pouvez plus nous faire de mal, » dit Sofia, sa voix claire et forte. « Tout le monde peut vous voir maintenant. Tout le monde sait ce que vous avez fait. Nous n'avons pas peur de vous, » ajouta Isabella. « Nous nous sommes trouvés, et c'est tout ce qui compte. » Maldonado regarda les deux filles, visages identiques qui auraient dû faire partie de son sombre empire commercial. Et Carlos vit quelque chose scintiller dans les yeux froids de l'homme. Une reconnaissance peut-être qu'il avait déjà perdu ce qui comptait le plus, le contrôle. Le bruit de bottes sur le toit annonça l'arrivée d'unités tactiques de la police fédérale, et les hommes restants de Maldonado lâchèrent leurs armes et levèrent les mains. Mais Maldonado lui-même recula vers le bord du bâtiment, son arme encore à la main. « Ce n'est pas fini, dit-il, regardant directement Carlos. Il y a d'autres dans mon organisation, des gens qui savent pour les filles. Vous ne serez jamais en sécurité. »« Peut-être pas, » répondit Carlos, mettant ses bras autour des deux filles. « Mais nous serons ensemble, et parfois c'est suffisant. » Quand les agents fédéraux bougèrent pour arrêter Maldonado, Carlos réalisa que malgré tout ce qu'ils avaient traversé, les mensonges, le danger, la perte, quelque chose de miraculeux avait émergé. Sa famille était complète à nouveau. Le sacrifice que Luciana avait fait, la douleur de la séparation, la terreur qu'il venait d'endurer, tout avait mené à ce moment où 2 sœurs qui n'auraient jamais dû être séparées étaient enfin de façon permanente ensemble. 6 mois plus tard, l'appartement de Carlos avait été complètement transformé. Là où il n'y avait eu autrefois que les affaires d'un seul enfant, il y avait maintenant 2 lits dans la chambre des filles, 2 sacs d'école accrochés à l'entrée et le son constant de rire résonnant dans les couloirs. Sofia, qui avait décidé de garder le nom qu'elle s'était choisi pendant ces années difficiles, s'épanouissait comme une fleur qui avait enfin trouvé un sol fertile. La thérapie familiale aidait. Docteur Marina Campos, une psychologue spécialisée dans les traumatismes infantiles, travaillait avec eux 2 fois par semaine. Les séances n'étaient pas faciles. Sofia avait encore des cauchemars sur les méchants hommes. Et Isabella se réveillait parfois au milieu de la nuit, inquiète que sa sœur puisse disparaître à nouveau. Mais elles guérissaient ensemble. « Papa, Sofia a rêvé de maman la nuit dernière, » dit Isabella pendant le petit déjeuner, étalant de la confiture sur sa tartine avec la concentration d'un chirurgien. Elle a dit que maman portait une robe blanche et qu'elle souriait. Sofia hocha la tête, remuant ses céréales dans son lait. Elle a dit qu'elle était heureuse parce que nous sommes ensemble maintenant et qu'elle nous aime beaucoup. Carlos sentit une boule dans sa gorge. Au cours des derniers mois, les 2 filles avaient commencé à avoir des rêves vifs sur Luciana.
Dr Campos avait expliqué que c'était une partie normale du processus de deuil, surtout considérant que Sofia n'avait jamais eu la chance de faire correctement le deuil de la mère biologique qu'elle n'avait jamais connue. « Pensez-vous qu'elle sait que vous vous êtes trouvés ?» demanda Carlos, s'asseyant à table avec son café. « Bien sûr qu'elle le sait », dirent les deux filles à l'unisson, puis rirent de la parfaite synchronisation de leurs réponses. Des moments comme ceux-ci étonnaient encore Carlos. La connexion entre les jumelles était quelque chose qui défiait l'explication scientifique. Elles finissaient les phrases l'une de l'autre, sentaient quand l'autre était triste, même quand elles étaient dans des pièces différentes, et parfois, Isabella se réveillait sachant exactement ce que Sofia avait rêvé. Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était la détective Silva. « Carlos, nous avons de bonnes nouvelles. Le procès de Maldonado a commencé hier, et avec toutes les preuves que nous avons rassemblées, le procureur est confiant qu'il recevra la prison à vie. Plus important, ils ont complètement démantelé son réseau. 23 enfants ont été secourus et réunis avec leurs familles. » Carlos sentit un poids se lever de ses épaules. « Et les menaces? Vous aviez dit qu'il y avait d'autres dans l'organisation. La plupart ont été arrêtés ou ont fui le pays. Franchement, Carlos, je pense que vous êtes en sécurité maintenant. Maldonado était le cerveau derrière tout. Sans lui, l'organisation s'est effondrée. » Après avoir raccroché, Carlos regarda les filles, qui construisaient maintenant une ville élaborée de Lego dans le salon, leurs têtes ensemble pendant qu'elles planifiaient où placer la prochaine tour. « Les filles, que diriez-vous de visiter la tombe de maman aujourd'hui? Cela fait un moment que nous n'y sommes pas allés ensemble. » Sofia regarda Isabella, une conversation silencieuse passant entre elles, puis hocha la tête. « Est-ce que je peux apporter des fleurs pour elle? » « Bien sûr. Nous nous arrêterons chez le fleuriste en chemin. » Le cimetière Saint-François était silencieux l'après-midi du samedi, avec seulement le bruit distant des voitures sur l'avenue et le chant des oiseaux dans les vieux arbres. Carlos marcha entre les tombes avec une fille de chaque côté, chacune portant un petit bouquet de marguerites blanches, les fleurs préférées de Luciana. La tombe était simple, une pierre tombale en granit noir, avec le nom Luciana Santos Mendes et les dates de sa naissance et de sa mort. En dessous, Carlos avait gravé « Épouse et mère bien-aimée qui a vécu et est morte par amour ». Maintenant, ces mots avaient une signification encore plus profonde. Sofia s'agenouilla d'abord, plaçant ses fleurs au pied de la pierre tombale. « Salut maman, c'est moi, Sofia. Isabella m'a beaucoup parlé de toi, mais je voulais que tu saches que je me souviens aussi de certaines choses. » Isabella la rejoignit, ses propres fleurs rejoignant celles de sa sœur. « Maman, Sofia vit avec nous maintenant. Elle aime les mêmes céréales que moi et a peur des mêmes émissions de télé qui me font peur. Docteur Marina a dit que c'est parce que nous sommes jumelles. J'aimerais que tu puisses nous voir ensemble, » continua Sofia, sa petite main touchant la pierre froide. « Mais je pense que d'une certaine façon tu peux. Parfois j'ai l'impression que tu nous regardes, t'assurant que nous sommes en sécurité. » Carlos s'agenouilla derrière les filles, mettant une main sur l'épaule de chacune. « Votre maman serait si heureuse de savoir que vous vous êtes trouvés. Elle est morte en essayant de vous ramener ensemble. » « Nous le savons, papa, » dit Isabella tranquillement. Et maintenant, elle n'a plus à s'inquiéter. Ils restèrent silencieux pendant quelques minutes, chacun perdu dans ses propres pensées. Le vent souffla à travers les arbres, portant le parfum des fleurs de printemps et créant des ombres dansantes sur l'herbe. Ce fut Sofia qui brisa finalement le silence. « Papa, puis-je poser une question ?»« Bien sûr, ma chérie. Es-tu heureux que j'ai été perdu? Je veux dire que maman m'ait donné à une autre famille, parce que si elle ne l'avait pas fait, vous n'auriez jamais eu assez d'argent pour vous occuper de nous deux. » La question frappa Carlos comme un coup de poing. Au cours des derniers mois, il s'était posé la même question, si Luciana avait pris la bonne décision initialement. S'ils auraient vraiment pu réussir à élever 2 filles avec les ressources limitées qu'ils avaient à l'époque. « Sofia, regarde-moi » dit Carlos, se tournant pour pouvoir regarder dans les yeux des 2 filles. « Votre maman a pris une décision impossible avec les meilleures intentions. Elle voulait que vous ayez toutes les 2 les meilleures vies possibles. Mais si j'avais su à l'époque qu'il y avait 2 d'entre vous, je n'aurais jamais permis que vous soyez séparés. Jamais. Même si cela signifiait être pauvre. »
demanda Isabella. Même si cela signifiait manger des nouilles instantanées tous les jours et porter des vêtements d'occasion. Vous deux ensemble valez plus que tout l'argent du monde. Sofia se blottit contre Carlos et l'étreignit fort. Je t'aime, papa, et j'aime Isabella, et j'aime maman, même si je ne me souviens pas vraiment d'elle. Et je vous aime toutes les deux plus que les mots ne peuvent l'exprimer, répondit Carlos, enveloppant les deux filles dans ses bras. Quand ils se levèrent finalement pour partir, Isabella s'arrêta et pointa vers un banc proche. « Papa, regarde !» Assis sur le banc se trouvait un couple âgé, une femme aux cheveux gris et un homme aux épaules courbées par l'âge. Ils regardèrent vers la tombe de Luciana avec des expressions de profonde tristesse. « Ce sont grand-père João et grand-mère Maria », chuchota Sofia, les reconnaissant immédiatement. « Mes parents adoptifs, ils sont venus me voir. » Le couple se leva lentement du banc et Carlos pouvait voir des larmes dans leurs deux yeux pendant que Sofia courait vers eux. Maria Santos tomba à genoux et enveloppa Sofia dans une étreinte désespérée, comme si elle était un fantôme qui pourrait disparaître à tout moment. « Ma fille, ma précieuse fille », pleura Maria. « Nous n'avons jamais arrêté de te chercher, jamais arrêté d'espérer. » João Santos tendit sa main à Carlos, ses yeux rouges mais fermes. « Monsieur Mendes, je suis João Santos. Nous étions les parents adoptifs de Sofia pendant 2 ans, avant qu'elle nous soit enlevée. La détective Silva m'a parlé de vous, répondit Carlos, serrant la main de l'homme plus âgé. Vous êtes toujours les bienvenus dans la vie de Sofia. Elle parle de vous avec beaucoup d'amour. Vraiment? Demanda Maria, toujours agenouillée à côté de Sofia, comme si elle avait peur de la lâcher. J'ai dit à tout le monde comme vous étiez bon avec moi, dit Sofia, sa petite main caressant le visage larmoyant de Maria. Comment grand-mère Maria faisait des biscuits tous les vendredis et comment grand-père João m'a appris à m'occuper du jardin. Isabella s'approcha timidement. Grand-mère Maria, grand-père João, je suis Isabella, la sœur de Sofia. Aimeriez-vous rencontrer notre papa correctement et peut-être venir dîner chez nous? Carlos sentit son cœur s'élargir en regardant sa famille, parce que c'est ce qu'ils étaient maintenant, une famille, grandir un peu plus. Les mensonges et secrets qui avaient séparé ses enfants pendant des années étaient enfin remplacés par l'amour, l'honnêteté et de vraies connexions. Je pense que ce serait merveilleux, dit Carlos, regardant la tombe de Luciana une fois de plus. Il pouvait jurer qu'il sentit une douce brise toucher son visage, comme un baiser fantomatique d'approbation. Épilogue. 5 ans. Plus tard, Isabella se tenait devant le miroir de la salle de bain, se brossant les dents, quand Sofia apparut derrière elle. À 13 ans, les jumelles étaient devenues de belles filles intelligentes, encore identiques en apparence, mais chacune avait développé sa propre personnalité unique. Isabella était l'extravertie, capitaine de l'équipe de volley-ball de l'école, organisant toujours des soirées pyjama et des projets de groupe. Sofia était plus calme, préférant les livres aux foules, mais avec un sens de l'humour sec qui pouvait faire rire Isabella jusqu'à ce que son ventre lui fasse mal. « Bella, tu as encore pris ma brosse à dents » dit Sofia, croisant les bras. « Oups » rit Isabella, se rinçant la bouche. « Elles sont exactement les mêmes, comme nous, mais tu ne me vois pas me brosser les dents avec ton visage. » Carlos apparut dans l'embrasure de la porte, ajustant sa cravate. À 45 ans, il avait quelques rides de plus autour des yeux, mais c'était des rides de rire, pas d'inquiétude. « Les filles, vous allez être en retard à l'école. Et Sofia, ta brosse à dents est dans le tiroir de droite. Tu te souviens? Nous les avons marquées la semaine dernière, après le dernier accident d'Isabella. » « Ce n'était pas un accident, » protesta Isabella. « Elles sont vraiment identiques. » Pendant que les filles finissaient de se préparer, Carlos regarda par la fenêtre de la cuisine vers la cour arrière, où Maria Santos avait enseigné aux filles à planter des tomates le week-end précédent. Elle et João étaient devenus une partie intégrante de leur vie, les grands-parents que les filles n'avaient jamais eus, mais avaient toujours mérité. Le téléphone sonna, et Carlos répondit pour trouver Dr Marina Campos à l'autre bout. « Carlos, j'ai de merveilleuses nouvelles. L'article que j'ai écrit sur le cas des filles, sur le traumatisme, la résilience et l'importance des liens familiaux, a été accepté par le journal de psychologie de l'enfant.
Ils aimeraient que je présente l'étude de cas à la conférence internationale de l'année prochaine. C'est fantastique, Dr Campos. Les filles seront ravies de savoir que leur histoire pourrait aider d'autres enfants. Elles ont déjà aidé plus d'enfants que vous ne l'imaginez. La fondation que nous avons créée en mémoire de Luciana a réuni 17 enfants disparus avec leur famille. La fondation Luciana Mendes avait été l'idée des jumelles l'année précédente. Elles avaient demandé à utiliser leur argent de cadeau d'anniversaire pour aider d'autres enfants perdus à retrouver le chemin de la maison. Ce qui avait commencé comme un projet scolaire était devenu une organisation à but non lucratif, reconnue nationalement. Papa, Sophia apparut dans la cuisine, sac à dos sur les épaules. Peux-tu nous chercher à l'école aujourd'hui? Isabella a un entraînement, mais je veux m'arrêter chez le fleuriste. C'est l'anniversaire de maman demain. Carlos sourit. Chaque année à l'anniversaire de Luciana, les filles insistaient pour visiter sa tombe avec des fleurs fraîches et des nouvelles de leur vie. Elles lui parlaient des notes scolaires, du drame adolescent et de leurs rêves pour l'avenir. Bien sûr, ma chérie, quelles fleurs voulez-vous apporter cette année? Des marguerites blanches, dirent les deux filles à l'unisson, puis rire de leur synchronisation parfaite. Carlos sourit, regardant ses filles partir à l'école. À 13 ans, elles étaient devenues des jeunes femmes extraordinaires, intelligentes, compatissantes et incroyablement proches. Le traumatisme qu'elles avaient enduré les avait renforcées plutôt que brisées. En lavant les tasses de café du petit déjeuner, Carlos pensa à comme la vie pouvait étrangement tourner. Il y a 5 ans, il était un père veuf, luttant pour élever une fille seule. Aujourd'hui, il avait une famille élargie qui incluait non seulement ses 2 filles, mais aussi des grands-parents adoptifs aimants, un réseau de professionnels dévoués et une fondation qui faisait la différence dans les vies d'autres familles. Luciana aurait été fière. Son téléphone vibra avec un message d'Isabella. « Papa, j'ai oublié mon projet de science. Il est sur la table de la cuisine. Sophia a dit que tu le remarquerais parce que nous sommes télépathes. Lol. » Carlos rit, prenant le projet et sortant pour l'apporter aux filles. Quand il passa devant la tombe de Luciana en chemin vers l'école, il fit un bref arrêt. « Salut mon amour », dit-il doucement, touchant la pierre tombale. « Les filles grandissent si vite. Isabella devient un leader naturel, et Sophia a ton intelligence et ta compassion. Elles se sont trouvées, Luciana. Elles se sont enfin trouvées, et je ne laisserai plus jamais personne les séparer. » Une douce brise souffla à travers les arbres et Carlos pouvait jurer qu'il entendit un murmure dans le vent. « Merci. » Quand il arriva à l'école, les jumelles attendaient à la porte, riant encore de quelque chose que Sophia avait dit. Les voyant ensemble, leurs sourires identiques, leurs yeux brillants, leur connexion incassable, Carlos sut que malgré toute la douleur, toute la perte, toute la séparation, quelque chose de beau avait émergé. Le vrai amour trouve toujours le chemin de la maison. Fine. Certaines histoires se terminent par des fins heureuses, d'autres se terminent par de nouveaux commencements. Celle-ci parle des deux, parce que parfois les choses les plus précieuses de la vie sont celles que nous avons presque perdues, mais que nous avons réussi à retrouver. Waouh, quelle histoire! Maintenant, je veux savoir, quelle scène vous a le plus touché? Laissez un commentaire ci-dessous et regardez, si cette vidéo atteint les 1000 likes, je vous raconterai ce qui est arrivé aux jumeaux 20 ans plus tard dans une histoire exclusive. Dites-moi, vous vous amusez bien sur la place Carlos? Laissez votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous, activez toutes les notifications et partagez-la avec votre ami qui aime les bonnes histoires. À demain pour une autre histoire incroyable. Bisous.